Bonjour à tous, bonjour Madame la Ministre, chère Sophie Cluzel, nous sommes heureux de vous accueillir à cette première université du réseau des référents en handicap. Nous sommes ici donc avec des référents handicap, c'est-à-dire les acteurs qui au quotidien font vivre les politiques d'emploi des personnes en situation de handicap dans les entreprises, ces acteurs indispensables pour relayer les informations, conduire des projets et faire en sorte évidemment que le sujet avance et que nous ayons des entreprises de plus en plus inclusives. Le réseau des référents handicap est un réseau national qui au départ est né à partir de quelques régions pionnières qui ont justement trouvé intéressant de leur offrir, parce qu'à l'époque, il y a une quinzaine d'années, c'était un nouveau métier, une nouvelle fonction, offrir à ces acteurs un espace dédié à la réflexion, au partage d'expériences, à la co-construction de projets. Et ce réseau, aujourd'hui, est actif et animé par l'AGEFIP sur l'ensemble du territoire. Et on est fiers d'ailleurs de dire l'ensemble du territoire, puisque c'est aussi actif sur les territoires ultramarins. Et il y a même des réunions du RRH à Mayotte. Il y a à peu près 1300 référents qui sont actifs dans ce réseau. Un réseau qui est, dont la marque de fabrique est justement l'intelligence collective et la co-construction. On a l'habitude de dire que quand on participe au réseau des référents handicap, on est acteur et on n'est pas justement que consommateur. Alors, cette université, qui est une première, alors qu'on aurait souhaité réaliser en physique à Lyon au mois de mars, et on a souhaité justement, parce que c'est important d'être en appui et en soutien des acteurs qui font vivre les politiques handicap dans les entreprises, on a souhaité une édition 100% digitale au mois d'octobre, et on espère pouvoir nous réunir en présentiel, on l'espère tous, parce qu'évidemment on sera sorti de la situation de crise de nouveau au mois de mars à Lyon. Donc nous sommes réunis autour de conférences inspirantes, autour d'ateliers pratiques, autour de modules d'appui à la professionnalisation, avec un espace d'inspiration qui permet aussi évidemment de mettre en valeur des initiatives et aussi de présenter les partenaires avec lesquels on travaille, puisque le sujet du handicap est un sujet qui mobilise beaucoup d'acteurs. Et donc, on est très heureux de vous accueillir. On a commencé, on a ouvert cette université hier avec Thibaut Billy, avec une conférence inspirante qui nous invite à être un peu en rupture et justement à faire en sorte qu'on mette vraiment l'humain au cœur des organisations et qu'on arrête un petit peu la gouvernance par l'argent. Je résume et je caricature, mais c'était un petit peu l'esprit. Qu'est-ce que vous, Madame la Ministre, vous auriez aujourd'hui comme message à faire passer à nos référents qui sont avec nous aujourd'hui? Bien d'abord, ravi de pouvoir leur dire bonjour de vive voix à ce beau réseau. Merci à la GFIP d'organiser cette université d'été. Vous dire que tout d'abord, vous rappeler que nous sommes toujours en crise sanitaire assez intensive et que donc vous avez bien fait de faire ça en virtuel. C'est important de pouvoir respecter bien sûr les gestes barrières. Nous avons quand même des grosses inquiétudes sur des indicateurs qui flanquent partout. Mais pourquoi je vous rappelle ça? Parce que je pense qu'il faut qu'on soit tous mobilisés, c'est excessivement important. Je tiens à saluer les référents handicap. Pour moi, vous êtes une ressource extrêmement importante dans l'entreprise. Où que soit le niveau de l'entreprise sur sa politique handicap, vous avez un rôle excessivement important à jouer. D'abord, pour mobiliser les collaborateurs, bien sûr, faire de l'explication, de la pédagogie, dédramatiser les situations de handicap, les expliquer, parce qu'on n'avance bien que sur ce qui peut se parler et se nommer. Donc ça, c'est très important. Vous avez un rôle excessivement important pour sensibiliser, je dirais même plus former aux nouvelles techniques de recrutement pour un RH, à une façon différente d'aborder un collaborateur pour un collaborateur, à faire des cafés, des dialogues, parler de ce sujet du handicap en le dédramatisant le plus possible dans l'entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit votre interlocuteur. Je pense qu'il faut expliquer en permanence ce que veut dire une situation de handicap. C'est tellement varié, ça recouvre tellement de situations différentes que c'est un travail sans arrêt à remettre sur l'ouvrage. Je pense que c'est important. Je pense que ce réseau aussi est très important dans la façon dont vous fonctionnez,
pouvoir aussi entre vous avoir de la paire émulation sur les tailles différentes d'entreprises que vous avez, avoir des regards croisés sur des modalités différentes. Il n'y a pas qu'une seule façon d'être référent handicap, il y en a des milliers. Et c'est pour ça que la façon dont vous pouvez échanger sur comment vous avez pu aborder tel ou tel sujet est très important parce qu'on s'enrichit justement dans ces échanges. Et puis vous dire que eh bien, c'est à tous les niveaux de l'entreprise qu'il faut en parler. Depuis l'accueil jusqu'au manager, jusqu'au boss, jusqu'aux collaborateurs, partout. Et sur les prestataires extérieurs aussi, qui circulent dans l'entreprise, il ne faut pas les oublier aussi. Je pense que c'est une façon d'aborder le handicap dans tous les moyens et dans toutes les situations. Donc, il n'y a pas un mode d'emploi. Il y a une formation importante à connaître sur les ressources qu'une entreprise peut avoir, les adaptations indispensables, mais ça, la GFIP sait faire excessivement bien, c'est votre ADN. Après, c'est une interaction qui doit se créer. Une interaction, il faut qu'on vous voit comme une personne ressource à qui on peut poser toutes les questions, mais même les plus non politiquement correctes, parce que c'est quand on a la parole qu'on peut travailler dessus. Il n'y a rien de pire que les non-dits. Il n'y a rien de pire qu'un collaborateur qui va dire oui, moi je suis tout à fait à l'aise avec le handicap et qui ne va jamais pouvoir aborder ce sujet et créer donc des difficultés de relation par ces non-dits. Donc, libérer la parole, ça c'est excessivement important. De façon, et vous avez toute une palette de ressources pour le faire, que ce soit de l'événementiel, que ce soit du team building, que ce soit le sport. Il faut faire feu de tout bois, vraiment. Et c'est dans ces échanges que vous pouvez avoir toute cette boîte à outils, je dirais, possible, et dans les échanges inter-entreprises. Vous dire que je pense que c'est une formation incessante. Donc, peut-être que vous-même, vous ne vous sentez pas assez formé. Peut-être que vous-même, vous vous sentez isolé parfois. Eh bien, c'est la force du réseau. C'est de ne pas laisser de rester avec des problématiques qui peuvent être pesantes parfois parce que vous êtes confronté parfois à des situations individuelles très complexes, parfois à des attitudes de collaborateurs extrêmement perturbantes. On ne va pas se le cacher, ça existe encore. Donc, je pense que ne pas rester seul et ne pas rester isolé avec tous ces questionnements est très important aussi. Après, si vous me permettez, je voudrais faire une petite incise vraiment sur le plan de relance. On est en situation économique extrêmement grave, qui va malheureusement certainement, je veux dire, s'aggraver encore. Nous avons toute une boîte à outils par le gouvernement dans le plan de relance qu'il faut absolument faire connaître. On a une urgence, c'est faire connaître la mesure que j'appelle, qui a été calquée sur la mesure jeune, sur laquelle nous avons levé la barrière d'âge, 4 000 € de baisse du coût du travail pour tous ces DD signés de plus de 3 mois, à partir de maintenant, du 1er septembre jusqu'à février 2021, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut le faire connaître, c'est maintenant qu'il faut le porter. Il vous faut que vous fassiez de la pédagogie vraiment intensive sur ces mesures. Vous avez le contrat d'apprentissage derrière. Vous avez bien sûr CDD ou CDI, bien sûr, pour la mesure d'accompagnement de la baisse du coût du travail. Sur l'apprentissage, pas de limite d'âge, 8 000 € d'appui au contrat de travail. Pareil pour les contrats pro, les contrats de formation. Vous avez toute une palette de mesures sur lesquelles il nous faut travailler. Et j'avais demandé justement à la GFIP en mode communication qu'on puisse travailler ensemble aussi avec la DGEFP pour vous donner un kit très lisible, très simple, avec des exemples de mise en situation pour qu'on y aille massivement. C'est maintenant qu'il faut absolument s'en servir. Donc ça, je sais que pouvoir compter sur la GFIP. Et puis le deuxième levier, au-delà des aides, c'est l'emploi accompagné. Le 9, vendredi, je serai à Pau pour le comité de pilotage de l'emploi accompagné. C'est un dispositif qui est mal connu, c'est un dispositif qui est mal compris, et pourtant c'est un dispositif extrêmement important pour l'emploi durable. 60% des personnes accompagnées sur nos 2 ans de recul que nous avons eu ont été en emploi durable. C'est un outil extrêmement important pour le maintien dans l'emploi, pour la progression de carrière, et justement, c'est un très bel outil pour parler du handicap, parce que vous avez du coup des job coachs qui peuvent aussi appuyer votre démarche en termes d'explication et de communication. L'emploi accompagné, il faut qu'on le simplifie. Plus besoin de passer par la MDPH pour être prescripteur, certes, directement peut-être par Pôle emploi, Cap emploi, certes, mais comment on évalue le besoin d'accompagnement? Il faut qu'on soit beaucoup plus explicatif là-dessus pour pas que ça parte en dérive et pour que ça soit bien fléché sur ceux qui ont besoin d'être accompagnés. On sait comment faire, il faut qu'on l'explique beaucoup mieux et qu'on le rende lisible, c'est indéniable. Nous avons de l'argent, plus de 15 millions de nouveau sur les crédits du plan de relance. Il y a eu des crédits qui ne sont pas tous utilisés, il faut qu'on y aille à fond, en mode plateforme dans les régions et dans les territoires, tout type de handicap avec les personnes ressources que vous pouvez mobiliser. Donc de la visibilité là-dessus, je pense que c'est un
vraiment un outil extrêmement performant quand il est bien fait. Après, vous avez… l'important, c'est aussi de sécuriser l'emploi. Et l'emploi accompagné est une sécurisation du parcours. Pas que de la personne, mais vraiment du collectif de travail. Il est durable, il est réactivable autant que de besoin. C'est quelque chose d'extrêmement accompagnateur, en même temps pour la personne et pour l'entreprise. Il faut absolument vous l'approprier. N'hésitez pas à aller voir en tant que référent handicap, aller prendre rendez-vous, aller dans un service qui fait du job coaching et qui peut mieux vous expliquer ce que ça veut dire, ce job coaching. Je pense que c'est important parce qu'on imagine mal ce que c'est. Ça veut dire très concrètement, Sophie Cluzel, qu'on peut mobiliser l'emploi accompagné pour un salarié qui est en poste. Exactement. Il faut vraiment le faire parce qu'il a besoin d'être peut-être accompagné au long cours de nouveau. Donc, il ne faut pas hésiter à solliciter cette prescription d'emploi accompagné pour une personne qui aura besoin parce que tel type de handicap s'avère un peu plus prégnant. Et il n'y a pas de problème là-dessus. Ce n'est pas que pour l'accès à l'emploi, c'est aussi le maintien, c'est aussi l'accompagnement, c'est aussi peut-être une façon de pouvoir travailler sur une transformation, sur une reconversion. Tout ce qu'il nous faut éviter, c'est la désinsertion professionnelle. Donc, il faut faire feu de tout bois une fois que le salarié est dans l'entreprise pour l'accompagner et aussi pour l'accompagner dans sa carrière. Vous avez aussi, vous, référent handicap, un rôle très important de parler de carrière pour les personnes en situation de handicap. Voilà, je voulais juste un tout petit peu vous rappeler ça par rapport aux périodes de crise. Je sais que vous avez des questions et je pense qu'on abordera le DOD parce que pour moi, c'est un événement extrêmement important et c'est un outil justement de dialogue très, très important. DOD qui est d'ailleurs présenté dans l'espace Inspiration sur le stand de Cap Emploi. Je suis avec Christelle Hamon, donc nous avons effectivement prévu une séquence d'échange en direct avec les référents handicap. Alors Christelle, peut-être une première question à la ministre. Oui, alors peut-être bonjour à mon tour. Vous dire qu'on a plus de 130 référents handicap de toutes les entreprises de toute la France qui vous écoutent et qui ont commencé à poser beaucoup de questions. La première, c'est est-ce qu'il est prévu de former et d'accompagner les référents handicap dans le cadre de la loi? On le sait maintenant, c'est une obligation pour toutes les entreprises de plus de 250 salariés de nommer un référent handicap. Comment l'État prévoit de les soutenir? Est-ce qu'il y a des qualifications, des formations qui sont prévues? Alors, ce référentiel du référent handicap, que ce soit dans les CFA, dans les entreprises, il a été travaillé. Il y a des modules de formation. Qui mieux que la GFIP pour le faire? Voilà, ma question, elle est là. Je pense que rentrer dans l'entreprise, c'est l'ADN de la GFIP. Et je pense qu'aller accompagner les référents handicap, c'est un très, très bon levier possible. Vous avez un maillage régional. Et l'intérêt, c'est qu'en même temps, vous poussez l'apport de l'entreprise, vous dialoguez avec le référent handicap, vous pouvez organiser peut-être des formations internes, externes. Voilà, ça, c'est après, chaque territoire s'organise comme il veut. Mais oui, il y a du référentiel de formation possible. Oui, il y a des modules, ça peut être fait à distance aussi. Il faut qu'on soit aussi inventif. Mais ces universités d'été, cette université doit pouvoir justement faire état de ses besoins de formation et de l'organiser régionalement après, au plus près des territoires, au plus près des entreprises. On a 9 modules de professionnalisation qui sont délivrés pendant l'université et évidemment qui ont vocation ensuite à être délivrés sur les territoires par les délégations régionales de la GFIP. Une autre question avant d'aborder le DOD, en rebond sur le plan de relance. On sent beaucoup d'impatience et beaucoup d'envie de passer à l'action puisqu'on nous demande quand le kit sera prêt pour pouvoir commencer à appliquer le plan de relance au sein des entreprises. Vous savez, le kit, je vais vous le donner en 3 secondes. 4 000 €, 8 000 € pour l'apprentissage, 4 000 € pour tout CDD de plus de 3 mois ou un CDI. Déjà, vous avez les 2 plus gros morceaux du kit. Et puis, dans les moins de 8 jours, Christelle, on peut s'engager dans la semaine qui vient. On vous donne je dirais, un peu le kit mis en forme, marketé, pour pouvoir être un peu plus vendeur par rapport à votre entreprise. Mais vous les avez déjà. Vous tout savez, ça étant cumulable avec les aides de la GFIP, d'ailleurs. Tout ça est incumulable avec les aides de la GFIP. Donnant de la lisibilité très simple, mais le kit, voilà, en 3 minutes, je vous l'ai donné, vous le connaissez, allez le vendre oralement et on vous soutient avec les éléments pour pouvoir plus à dialoguer après avec les décideurs. Donc, tout est prêt, il n'y a plus qu'à, en fait, c'est ça? Les entreprises, vous les invitez à passer à l'action, à commencer à recruter, à commencer à travailler au maintien? Évidemment. Je veux dire, on ne va pas attendre quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin d'un kit pour pouvoir lancer la campagne de recrutement, pour pouvoir dire que, voilà, sautons sur l'occasion. Ça va jusqu'à 2 SMIC, cette aide. Donc, ce sont des qualifications qui ne sont pas très importantes. Il faut se lancer tout de suite dans le sourcing. Si vous sentez qu'il
il y a une appétence possible, allez-y dès maintenant, faites le forcing, allez taper à la porte de Pôle emploi, Cap emploi, allez-y, faites votre sourcing tout de suite si vous sentez qu'il y a… Et n'attendons surtout pas, surtout pas. Alors peut-être un petit mot sur le duodé. J'ai eu l'occasion la semaine dernière de vous relayer cette question. Beaucoup de questions sur un duodé qui favorise, qui permet la rencontre. Dans ce contexte, comment on organise la rencontre à distance? On n'est pas forcément d'être en distance. On peut être à distance si en effet la crise est assez aiguë dans votre région et elle est assez différenciée, le virus circule de façon différente. Beaucoup d'inscriptions, la plateforme est en avance de phase par rapport à l'année dernière, alors qu'on craignait que ça ne soit pas le cas. Donc énormément déjà d'entreprises inscrites, énormément de personnes, allez-y massivement. Après, soyons inventifs. Je veux dire, vous savez faire des visios, vous savez faire tout ça. Ça fait 6 mois qu'on commence à bien utiliser malheureusement ces outils. Soyons inventifs sur un temps de la journée, sur un temps. On a fait le comité de pilotage. Je souhaite que chaque fois qu'il y a une bonne idée sur un duodé à distance, il puisse être mis en communication sur le site du duodé. Ça sera fait, mais mettons-nous aussi sur le site de la GFIP pour donner des idées à d'autres, échanger là-dessus. Si vous avez réussi à faire des choses, réduisons peut-être les temps de présentiel, ayons quand même peut-être un premier rendez-vous en entreprise pour dire bonjour et après, je ne sais pas, soyez inventifs. Moi, je n'ai pas de mode d'emploi, mais je crois qu'on peut tous arriver à trouver des idées et des astuces pour que de toute façon ce duodé ait lieu, même s'il est virtuel, et c'est très important. Ne pas casser cette dynamique parce que c'est une vraie dynamique. C'est une façon de pouvoir parler de beaucoup de sujets. Déjà, c'est une façon aussi pour les personnes de lever l'autocensure, à un accès à des emplois. C'est une porte ouverte, c'est un tremplin vers de la mise à disposition, vers des stages, vers de l'insertion professionnelle. Ça marche ce duodé. C'est une façon d'embarquer un collectif de travail sur un projet collectif. Donc, c'est aussi tout. Vous prenez le duodé là où vous en êtes dans votre politique handicap, au sein de votre entreprise. Et chaque référent handicap peut se l'approprier comme il veut, selon là où il en est, dans son dialogue et dans cette construction de sa politique handicap. Et puis, ça peut être du pré-sourcing pour justement après les modalités et les leviers que nous avons sur le plan de relance. Donc, ne nous en privons pas, même s'il est virtuel. On peut faire des recrutements, on peut faire des échanges virtuellement qui peuvent donner des idées avec 2-3 collaborateurs derrière en visio. Voilà, soyez inventifs. Vous l'avez été pendant toute cette crise et ce confinement. Je pense qu'il faut qu'on garde cette dynamique. Et puis peut-être un tout petit rappel, c'est qu'on n'est pas vulnérable parce qu'on est en situation de handicap. On est vulnérable parce qu'on est justement, on peut avoir un impact sur sa santé. Donc il faut aussi lever ce préjugé de la vulnérabilité sur la rencontre du duo possible. Avec les gestes barrières, avec les masques, on peut être tout à fait protégé comme le sont les collaborateurs. Et donc, il faut absolument ne pas rentrer dans ce préjugé situation de handicap égale vulnérabilité. Parce que sinon, on casse toute la dynamique qu'on a pu mettre en place. Donc, et les personnes en situation de handicap, et on va le mettre sur le site, savent pertinemment, même avec un handicap mental ou psychique, des troubles de fonction cognitive, s'approprier les gestes barrières. Donc, ça aussi, il faut le dire et le redire pour rassurer les collaborateurs dans une entreprise. Un petit tour sur les questions. Vous l'avez dit, mais la question vient, donc je pense qu'il y a besoin peut-être de le redire. Vous confirmez que les aides du plan Jeunes pour l'apprentissage visent aussi les BOTH, quel que soit leur âge? Quel que soit leur âge, plus de limite d'âge. Mais déjà, c'était le cas pour l'apprentissage, bien avant même la crise. Et donc, jusqu'à 8 000 € sur l'apprentissage et sur la mesure dite jeune, on a levé tout simplement cette limite des 25 ans. Et donc, quel que soit l'âge de la personne recrutée, si c'est un CDD de plus de 3 mois ou un CDI, dans cette période, c'est ça notre limite, c'est la période, elle est courte, depuis maintenant jusqu'à fin février 2021. C'est pour ça qu'il est urgent de se mobiliser. J'ai une autre question, une question facile, mais je pense que du coup, c'était l'occasion de mettre les points sur les i. Jouez-vous le jeu du duodé au sein du gouvernement? Évidemment, on a été les premiers à le faire, je vous rappelle. Le président de la République, le Premier ministre, l'ensemble des ministres, la représentation nationale, puisque président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, les députés, les sénateurs ont joué le jeu, soit en circonscription, soit, ça dépendait quand ça tombait, là ça va être un jeudi, donc ça sera beaucoup plus en circonscription pour l'Assemblée nationale. Toutes les administrations ont extrêmement bien joué le jeu, puisqu'on avait fait plus de 25 000 duos donc, sur l'ensemble de la France.
Cette année, pareil. Alors peut-être qu'on réduira les temps de duo du fait de la crise sanitaire, mais les ministres auront leur duo. Ils sont déjà, entre guillemets, sourcés pour beaucoup d'entre eux, les hauts fonctionnaires à l'inclusion. Je vous rappelle, dans chaque ministère, un haut fonctionnaire en charge de la politique porté par le ministre en charge sur la société inclusive, sa feuille de route, qui est donc mobilisée par le secrétariat général du CIH, et ils sont mobilisés bien sûr sur le duo pour trouver des duos à leur ministre. L'État, nous devons être exemplaires et j'y veillerai vraiment. J'astiquerai tous mes collègues pour que ce soit fait du début jusqu'à la fin. Les préfets sont mobilisés, et donc les préfectures, les collectivités locales, partout. Une question que nous posent souvent les référents handicap, et c'est peut-être l'occasion justement de leur délivrer un message. Est-ce que la crise qu'on connaît aujourd'hui, elle est susceptible finalement de revisiter la réforme de l'obligation d'emploi? Je pense qu'il ne faut pas baisser les bras sur notre ambition. Elle a été posée dans le cadre de la liberté, du projet de loi liberté, de la loi liberté de choisir son avenir professionnel avec Muriel Pénicaud à l'époque. Elle a un cadre. Moi, je serai ambitieuse pour garder ce cap. Je pense que nous ne devons pas reculer sur notre ambition commune. Je vous rappelle la stratégie Osons l'emploi qui a été posée. Cap vers l'entreprise inclusive avec l'ensemble du secteur entreprise adaptée et du NEA notamment, que j'ai reçu le président réélu, Cyril Guessot récemment. Je tiens vraiment à garder ce cap. Et je veux vous dire quelque chose aussi très important, c'est que dans les mesures, nous avons les CDD tremplins au sein des entreprises adaptées. C'est un vrai levier aussi de sourcing pour les entreprises, parce que là, justement, nous avons l'occasion de former dans la filière qui recrute. Vos entreprises qui recrutent dans une filière, rapprochez-vous de l'entreprise adaptée qui n'est peut-être pas très loin pour proposer un CDD tremplin qui donc pourra faire former cette personne et derrière avoir un emploi durable au sein de l'entreprise déjà formé. C'est un atout énorme. 700 CDD tremplin seulement. Nous reboostons vraiment les CDD tremplin parce que je pense que c'est un vrai levier en cette crise. Donc là, on a de la marge de manœuvre sur les CDD tremplin et si je vous écoute bien, ça veut dire qu'une entreprise peut faire appel à une EA, c'est l'EA qui va porter le contrat de travail, mais on peut faire une mise à disposition dans l'entreprise, on peut tester la personne et on va la former en même temps, c'est bien ça? On est en compétence en devenir et en plus en sourcing direct pour l'entreprise. Donc il ne faut pas se priver de ce levier qui est extrêmement intéressant, qui permet de s'acculturer avec une personne peut-être différente ou qui a des modalités différentes de travail et pour autant, du coup, avoir, je dirais, une perspective d'embauche derrière, ce qui est très intéressant pour tout le monde, parce que c'est du gagnant-gagnant. Alors, j'ai encore une question sur le duodé. Est-ce qu'il serait envisageable d'avoir un retour sur les duodés précédents pour savoir ce que sont devenus les participants? Oui, alors ça c'est prévu. Pardon? Alors déjà sur la plateforme, on l'a amélioré par rapport à l'année dernière. Les personnes peuvent déposer leur CV. Donc on en fait presque un pré-sourcing de recrutement potentiel. Après, sur le retour des duos de l'année dernière, il y a eu déjà un retour, je ne me rappelle plus, j'ai un trou de mémoire. En suivi. On avait une enquête, oui, pour savoir comment ça avait transformé en stage ou en CDD. Oui, je n'ai plus les chiffres complètes. Mais... Et vous nous avez mis en ligne pour renforcer ce suivi. Donc, voilà. Donc on est en train d'organiser les mesures qui vont nous permettre de savoir ce que deviennent les duos. Et du coup, c'est important parce qu'on a les relais sur le terrain qui vont pouvoir aussi participer de cette visibilité. Et donc, c'est important de leur partager avec eux, qu'on puisse aussi penser à les On s'améliore chaque année. On s'améliore chaque année. Et au début, c'était un outil de rencontre, je dirais. Le premier duo, ça a été un peu ça, faire tomber les préjugés, pouvoir parler du handicap. Et au fur et à mesure, on voit que c'est un vrai levier pour du recrutement, du sourcing, de la reconversion professionnelle pour certaines personnes en situation de handicap. Donc, on s'améliore et j'aurais besoin de vous en tant que référent handicap pour nous suivre peut-être ces duos dans votre entreprise s'ils ont été faits et incrémenter justement le suivi des parcours. C'est très important. Donc, une vraie invitation pour que sur les territoires, vous vous empariez du sujet pour le travailler. Je pense que c'est intéressant d'ailleurs qu'au sein des RRH en région, vous travaillez sur des duodés virtuels
pour qu'on puisse partager en grand groupe au niveau du national. Vous parliez tout à l'heure de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel et de la concertation que vous aviez menée aussi en 2019. On a une question sur le rapprochement Pôle emploi Cap emploi. Est-ce que vous pourriez nous en parler, dire quel est l'avenir à court terme du réseau? Eh bien, il est tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire déjà un premier rapprochement qu'il y a eu entre Cap emploi et Samet qui s'est très bien passé, parce que partout sur les territoires, c'est ce qu'on me dit. Et puis un rapprochement Pôle emploi Cap emploi qui commence à se faire sur un certain territoire. De mémoire, il y en a eu 15 territoires expérimentaux. Nous devions, juste avant le remaniement, signer justement le déploiement avec Jean Basser, avec Pôle emploi et Cap emploi. Je dois les revoir très prochainement pour qu'on puisse voir le déploiement de ce rapprochement. Je pense que naturellement, il se fait aussi très bien. Moi, ce qui m'importe, c'était ce qui m'animait, et je vais vous reparler 3 secondes aussi des MDPH parce que c'est important que vous l'ayez en tête, c'est de simplifier la vie des personnes. Simplifier la vie des entreprises, simplifier la vie des personnes en situation de handicap. Une porte d'entrée et après une gradation d'accompagnement autant que de besoins pour la personne. Arrêter cette errance de dire est-ce que je dépends de Pôle emploi, est-ce que je dépends de Cap emploi, est-ce que je dépends de la mission locale, est-ce que je dépends… Parce que c'est un peu ça, la vie d'une personne en situation de handicap. Donc vraiment arriver à donner de la lisibilité où je dois aller. Et je voudrais aussi signaler quand même toute la plateforme Mon Parcours Handicap, parce que là aussi, c'est un outil pour s'orienter, pour y voir beaucoup plus clair. Et ça, il faut faire la promotion et puis l'incrémenter, parce qu'il y a des capacités, des possibilités d'incrémenter. Je ne sais pas si les référents handicap pourraient être, par exemple, localisés à travers Mon Parcours Handicap. Il faut qu'on y pense, parce que vous êtes des vraies ressources et des vrais relais. Il faut qu'on regarde ensemble comment peut-être incrémenter cette information au sein de Mon Parcours Handicap. C'est tout simplement aussi dire que cette porte d'entrée… toute la tuyauterie qu'il y a derrière, toute la tuyauterie des politiques publiques, elle doit être transparente pour la personne. Et c'est à nous d'être intelligents pour savoir, quand une personne pousse la porte de Pôle emploi, tout de suite, sa situation de handicap va générer l'appui des Cap emploi, des expertises, quelles qu'elles soient, mais il faut que ça soit transparent pour la personne. Pourquoi je vous reparlais des MDPH? C'est un peu la même action que j'ai. 101 MDPH, j'ai une feuille de route extrêmement ambitieuse de simplification, de transparence, puisque le 15 octobre, nous allons mettre en place le comité de gouvernance pour ma feuille de route MDPH 2022. Nous devrons nous réapproprier la simplification des parcours entre est-ce que je dépends d'un ESAT, est-ce que je dépends d'une entreprise adaptée, comment je choisis le lieu de formation que je vais avoir. Il faut vraiment qu'on soit beaucoup plus simple. Donc déjà, nous simplifions l'accès à l'emploi accompagné, plus besoin de passer devant la MDPH. Pour autant, il faut qu'on partage ces critères. Qui peut ressortir de cet accompagnement par l'emploi accompagné? Il faut qu'on soit transparent, que ce soit avec vous, référent handicap, que vous l'appropriez bien, avec toutes les portes d'entrée que la personne peut pousser. Il faut qu'on ait les mêmes critères d'éligibilité à tous ces dispositifs, mais le plus transparent possible. Donc, c'est de notre ressort de mailler le territoire avec les experts nécessaires et suffisants, mais pour autant, il faut que la lisibilité de la porte d'entrée à pousser elle soit extrêmement claire pour la personne. C'est pour ça que ce rapprochement est important dans la qualification nous devons faire monter ce milieu dit ordinaire en qualification de réponse. Et donc, toutes les expertises doivent être identifiables immédiatement par les conseillers, par tous les gens qui seront en contact direct avec les demandeurs d'emploi ou avec les personnes qui recherchent un emploi. Alors, je continue à relayer les questions, Hugues. Allez, on arrive bientôt au terme de l'échange. Encore une petite question. Voilà. On me dit qu'on a le droit de déborder de 5 minutes, donc on va profiter de la présence de Madame la Ministre. Surtout que là, j'ai une invitation pour vous. En fait, on vous remercie pour votre implication pour l'emploi des personnes en situation de handicap et on vous espère dans les DOM-TOM. Oui. Est-ce qu'il y a une annonce C'était prévu en mars. Je devais faire une tournée dans les DOM-TOM en mars. Je suis déjà allée à la Réunion, certes, mais j'avais tout un programme en mars qui malheureusement a été annulé. Donc là, en ce moment, on va laisser nos amis de la Guadeloupe gérer la problématique du Covid parce que ça reflambe pas mal chez eux. Mais dès que je pourrai, bien sûr que j'irai avec grand plaisir. Et je crois qu'il y a Caroline de Kéam qui a très envie aussi de venir avec nous. Nous serons à vos côtés dès que nous… Donc rendez-vous est pris pour les acteurs du handicap en entreprise sur les territoires ultramarins. Je crois que vous êtes attendus de pied ferme.
Une question qui tombe bien puisque ce sera une des thématiques principales de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées qui démarre le 16 novembre. Est-ce que vous avez des actions en cours sur l'accessibilité numérique? C'est vrai que c'est devenu très important dans cette période où on s'est retrouvé, en tout cas pour les salariés du tertiaire, en télétravail, mais c'est aussi une voie d'accès royal à la citoyenneté. Aujourd'hui, on n'imagine pas qu'on puisse être pleinement exercer ses droits sans avoir un accès à Internet. Encore faut-il que tout ça soit accessible. Alors, un engagement fort avec Amélie de Montchalin qui porte l'accessibilité des sites, qu'ils soient accessibles, je dirais, en télétransmission ou vraiment qu'ils soient vraiment accessibles numériquement et qu'ils soient bien sûr accessibles en respect des normes d'accessibilité. Donc, un engagement assez fort. On n'est pas bon, hein, on a un chemin important à faire, mais il y a eu une ambition à poser pour les 2 ans qui viennent. Donc, il va falloir être très vigilant. Mais puisque vous parlez du numérique, je voudrais dire surtout aussi que c'est une branche professionnelle qui embauche. Et donc, nous avons un enjeu majeur de pouvoir orienter les personnes en termes de formation vers ces métiers du numérique. Et pendant la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, nous allons essayer justement de mobiliser ces entreprises. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se préparer. Il y a des engagements d'entreprises importants. On y travaille avec notamment l'UNEA sur des engagements. Et j'espère pouvoir faire signer des conventions d'engagement pendant la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Donc oui, autonomie des personnes avec une amélioration très nette des sites en termes d'accessibilité numérique, penser nativement. Pour cela, il nous faut des webmasters formés à l'accessibilité numérique. Donc là aussi, on a un vivier d'emploi. J'étais à l'école Saint-Plon avec Amélie de Montchalin, justement pour booster la formation des personnes en situation de handicap sur ce domaine, parce que c'est un domaine qui embauche derrière. Donc, en même temps, autonomie de la personne sur l'accès à ses droits et l'accès à son information de façon générale, et en même temps, vivier de recrutement. Donc, le numérique est l'avenir vraiment de demain. Je vais être obligée de m'arrêter parce que j'ai une autre réunion. En tout cas, j'ai été ravie de pouvoir, même si je ne vous vois pas beaucoup, d'échanger avec les référents handicap. Je vous le dis sincèrement, vous êtes des personnes ressources extrêmement importantes pour développer ces politiques handicap dans les entreprises. Vous êtes dans l'entreprise. Quoi de mieux qu'une personne ressource dans une entreprise pour faire changer les comportements, pour faire changer les habitudes, pour faire changer le regard et pour porter une politique vraiment proactive. On a de quoi faire changer vraiment le management de l'entreprise si on s'occupe du handicap. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement vertueux pour l'ensemble après des travailleurs qui ne sont pas en situation de handicap. Donc c'est là-dessus aussi qu'il faut vraiment faire un plaidoyer de gagnant-gagnant. Ce n'est pas une charge, c'est un super investissement pour s'améliorer au quotidien en termes de productivité, en termes de vecteurs et d'image de l'entreprise vers l'extérieur. Les clients recherchent une entreprise qui est vertueuse sur ces sujets-là. C'est aussi une chance commerciale pour une entreprise. C'est ça qu'il nous faut porter ensemble. Donc, je serai très heureuse dès que je peux d'aller vous voir en vrai, hein, dans les différentes entreprises. On a une belle semaine européenne où, malgré le Covid, j'essaierai de me déplacer vraiment, ne pas faire que du virtuel. Allez vous voir en région. Donc, faites-moi des propositions pour la semaine européenne. Caroline est en train de monter toute la semaine, preneuse de vos propositions. En tout cas, je compte sur vous parce que c'est vrai que nous devons faire face à cette crise ensemble, mais collectivement, on est plus fort. Voilà, bonne poursuite en tout cas sur vos travaux et à très bientôt et merci à toute l'équipe de la GFIP. Merci à vous, Madame la Ministre. Merci pour ces messages mobilisateurs et on vous donne rendez-vous à très bientôt pour la SOPH et puis en mars. J'espère en mars.